Lorsque, même quand on parle du sujet de la relation d'autorité avec la communication, on a tendance à penser qu'il s'agit de deux dimensions antinomiques. Dans notre perception générale, on a le sentiment qu'elle est antinomique. On peut essayer de vous démontrer qu'aujourd'hui, la communication est un facteur essentiel de gouvernance, est un élément central de la gouvernance. Vous savez tous qu'aujourd'hui, l'intérêt pour la communication et pour ce qu'on appelle aussi le marketing public est un intérêt qui ne découle pas seulement d'expériences avérées, mais qui découle d'une certitude aujourd'hui. Chacun cultive aujourd'hui le constat qu'il n'est pas possible, aussi bien dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand, qu'il n'est pas possible que l'on puisse gouverner, que l'on puisse manager, que l'on puisse gérer, sans soutenir cette action par des campagnes de communication. Cela participe du constat suivant. Il existe aujourd'hui, c'est vrai dans notre pays, c'est vrai partout ailleurs, un déséquilibre ou un décalage considérable entre les succès qui peuvent être réels de l'administration et la perception de sa gestion de ses résultats par la société. Je m'explique. Vous savez que notre pays, notre administration réalise tous les jours des actions publiques, ouvre tous les jours des chantiers. Et contrairement à une idée reçue, les projets, les faits ne partent pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous construisez une école que cette école va parler d'elle-même. Ce n'est pas parce que vous ouvrez une route que cette route va parler d'elle-même. Quand vous menez des actions, ces actions, pour être valorisées, doivent pouvoir être soutenues. Il faut veiller à ce que ces actions soient bien entendues par ceux auxquels elles se destinent. Ça veut dire qu'entre l'administration et ce qu'elle produit et son évaluation par les citoyens, il faut qu'il existe un lien, un appui, un vecteur de communication qui permette de faire bien entendre. Le citoyen peut vous écouter, mais il ne vous entend pas. Vous pouvez réaliser, il vous écoute, mais si vous ne soutenez pas par une action de communication, il ne vous entend pas. Et malheureusement, il se fait qu'entre l'administration et le citoyen, il existe aujourd'hui une intermédiation, et cette intermédiation de la communication très complexe, soutenue par toute une série de vecteurs, qui peuvent être la presse écrite, les médias audiovisuels, les groupes de pression, les mouvements associatifs, et j'en passe. Toute cette intermédiation très complexe peut être assurée de façon parfaite ou de façon non parfaite, même fiable, controversée, parfois détournée. C'est un peu ce que disait Sirdouri à propos du rôle aujourd'hui d'une certaine presse tendancieuse qui a non seulement tendance à désinformer, à véhiculer de façon non fiable les événements, mais parfois même à orienter en dénigrant, en critiquant, en démolissant, ce qui est d'ailleurs un exercice, le sport favori des Marocains aujourd'hui. Donc, autrement dit, on peut avoir un excellent produit, mais si on ne sait pas diffuser sa qualité, si la cible sociale ne le connaît pas, ben ça sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si la cible auquel il se destine ne connaît pas ses qualités, on ne valorise pas les qualités de ce produit, eh bien, on ne peut en avoir comme sentiment que ce que votre concurrence peut dire à son propos. Ça veut dire que si vous pratiquez le principe de la chaise vide, votre produit est le meilleur du monde, eh bien, on ne peut en dire que ce que la concurrence véhicule à son propos. C'est pourquoi aujourd'hui, les pouvoirs à travers le monde ont compris qu'il faut utiliser un ensemble de techniques qui ont été développées, appliquées de façon très avérée par plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing public. Pendant longtemps, le marketing était une technique essentiellement utilisée par les entreprises pour la commercialisation de produits. Aujourd'hui, le marketing public est destiné à combler justement le fossé qui peut exister entre les résultats réels du pouvoir et la perception qu'elle peut renvoyer vers les citoyens. Mais plus, aujourd'hui, vous pouvez véhiculer une image supérieure aux résultats qui sont les vôtres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des résultats X, vous les soutenez par une politique de communication professionnelle et ça vous donne des résultats X plus 1 dans la perception et dans la représentation populaire. Je voudrais rappeler, en m'excusant auprès de tous les professeurs
des techniques d'organisation et de marketing qu'ils connaissent très bien, que le marketing public est une technique et une science très récente. Parce que si le commerce est très ancien, le marketing est par contre un concept tout à fait récent. Il s'est développé dans le domaine marchand dans la première partie du XXe siècle en tant que théorie et pratique. Le marketing est un terme anglo-saxon qui signifie mettre en marché, la mise en marché d'un produit. En français, on a traduit ça avec un terme qui s'appelle un mercatif, mais qui n'a jamais été utilisé, les Français préférant employer le terme anglo-saxon. Ça signifie quoi le marketing? Ça signifie étudier le marché, étudier la cible, s'y adapter par l'étude des comportements sociaux. Lorsque vous voulez lancer un produit industriel, vous ne pouvez le lancer qu'après avoir fait une étude du marché, en ayant déterminé quels pourraient être les comportements sociaux par rapport au produit que vous voulez lancer. Et donc c'est une étude des comportements du consommateur pour pouvoir mettre en place une stratégie adaptée. Et cette stratégie adaptée se fait selon des techniques aujourd'hui que les économistes connaissent très bien, la segmentation du marché, le positionnement du marché, le ciblage du consommateur, le rapport qualité-prix, toutes des techniques qui découlent de cette science du marketing. C'est une politique du produit. Jusqu'à une période récente, c'était à peu près le monopole. Jusqu'à une période très récente, c'était le monopole des entreprises. Et même au départ, quand ça a été créé aux États-Unis, le champ d'application du marketing était un peu le monopole des distributeurs de la grande consommation, c'est-à-dire les produits alimentaires, les détergents, les cosmétiques. Et très rapidement, le champ d'application s'est élargi. Il a dépassé le champ d'application d'élection et il atteint des secteurs des biens semi-durables, comme l'automobile, comme les meubles, comme l'électroménager. Et puis plus tard, des grands services comme la banque, le voyage, le tourisme, les biens culturels comme le livre, le disque, le spectacle. Et puis plus tard, il s'est développé même dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing interorganisationnel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Ça veut dire on fait de la communication entre producteurs, entre les sous-traitants pour les producteurs finaux. Et aujourd'hui, le B2B est une part extraordinaire qui s'est développée dans le marché mondial, dans le domaine économique. Par contre, ce marketing est resté très longtemps inaccessible aux organisations à vocation non commerciale ou non lucrative. Il a fallu attendre la seconde moitié du siècle dernier, c'est-à-dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour voir le marketing intégrer la sphère politique. Et ce sont les partis politiques qui ont les premiers, en Europe et aux États-Unis, utilisé les techniques du marketing pour influer sur les comportements électoraux des citoyens. Et puis plus tard, on a vu que le marketing s'est développé même dans les organisations sociales, dans les organisations philanthropiques, dans les organisations caritatives et même religieuses. Les églises aux États-Unis utilisent de façon agressive les outils de marketing pour attirer les fidèles vers ces églises. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont utilisées par les organisations des Nations Unies à titre social, comme l'UNICEF, comme l'OMS, ou encore comme la Croix-Rouge, etc. Il a fallu pourtant attendre les années 70 pour voir le marketing politique entrer à grand fracas dans le secteur public. Ce sont les États qui ont pris en main le marketing politique, les collectivités territoriales, les établissements publics, mais au départ c'était essentiellement non pas pour essayer d'identifier les attentes et d'agir sur la consommation des prestations publiques, mais essentiellement pour éveiller les consciences sur des questions très sensibles, comme la question de l'économie d'énergie, à la suite du boycott pétrolier, comme les questions qui concernent la sécurité routière, aujourd'hui très pratiquée au Maroc, comme l'emploi des jeunes, ou encore, il a été très utilisé par les collectivités territoriales pour rendre leurs collectivités captives aux entreprises et pour attirer les investisseurs et les industriels. Il s'agit en fait de passer des messages, d'influer sur les comportements et d'orienter le consommateur du service public. Parce qu'on se rend compte qu'à travers ces campagnes de communication, on peut non seulement vendre les résultats de l'administration, mais peut influer sur les comportements sociaux du citoyen.
Et on peut, au lieu de le laisser désimpliquer, on l'implique dans l'identification des besoins, dans la définition de ses attentes, ou encore on peut appréhender les comportements des usagers et même anticiper, et c'est ça ce qui est important, ce qui a été essentiel dans les politiques stratégiques d'aujourd'hui, c'est que les politiques de communication permettent en feedback le retour d'informations qui permet de construire des stratégies d'avenir. Alors que dans les planifications traditionnelles, l'anticipation sur les comportements est quelque chose qui n'est pas connu. Or, vous savez qu'aujourd'hui, dans la société de consommation qui est la nôtre, on peut non seulement identifier les attentes, mais on peut orienter les attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut produire en sachant pertinemment qu'on va pousser le consommateur à consommer un produit qui est aujourd'hui inconnu. Ça veut dire anticiper sur le comportement, et c'est le produit qui crée le besoin, ce n'est pas l'identification du besoin qui crée le produit. Et tout cela a été permis grâce à ces techniques de communication et de marketing. Alors, les théories du marketing public ont développé des approches aujourd'hui très connues, parce que pendant longtemps, on a estimé que la communication publique ne pouvait pas avoir de rapport avec la communication d'entreprise. On a considéré que ces deux entités étaient diamétralement opposées parce que l'une avait un caractère marchand et l'autre un caractère non mercantile. Et puis aujourd'hui, les théories les plus admises considèrent que la communication est la même, qu'il s'agisse de l'entreprise ou qu'il s'agisse du pouvoir. Il y a une communication identique car on est en présence de la même cible. Dans le premier cas, la cible de l'entreprise, c'est le citoyen consommateur, acheteur. Dans le deuxième cas, c'est le citoyen consommateur de politique publique. Donc il s'agit de la même cible qui est artificiellement séparée quand on considère que la détermination est une détermination de marché. Et dans les deux cas, il s'agit de quoi? Il s'agit de vendre. Dans le premier cas, on vend un produit. Dans le deuxième cas, on vend un résultat. On voit un résultat et on veut anticiper, impliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce qu'on appelle l'homo economicus et l'homo civis. C'est la même personne qui se décline en homo economicus quand il s'agit d'acheter et en homo civis quand il s'agit de consommer de l'action publique et de résultats du service public. Et ensuite, les théoriciens se sont rendus compte que ce qu'il faut éviter, c'est un peu ce qui se passe chez nous, c'est que le citoyen se désimplique. Alors, un citoyen désimpliqué est un citoyen démotivé, est un citoyen qui dénigre, est un citoyen frustré, est un citoyen qui rejette le pouvoir et l'autorité. Donc il s'agit de faire en sorte d'impliquer le citoyen qui aujourd'hui est démobilisé, passif face aux enjeux, qui peuvent être des enjeux électoraux. Souvenez-vous qu'au cours de la dernière consultation électorale, on a enregistré avec beaucoup de peine 35% de participation. C'est la plus grande désaffection du citoyen et la démobilisation face à un enjeu électoral qui lui a paru comme n'étant pas quelque chose qui concerne son avenir. Alors qu'il est au cœur des enjeux qui... Voyez le paradoxe. Le paradoxe, c'est que le citoyen est à la fois conscient que cette élection détermine son avenir, mais en même temps, il n'y participe pas parce qu'il est totalement désimpliqué, comme si cet avenir ne le concernait pas personnellement. Il y a là absence de communication, il y a absence d'implication du citoyen dans les processus et les enjeux d'intérêt politique. Cela a pour conséquence d'installer des doutes et de livrer cette cible, à partir du moment où vous ne la travaillez pas, cette cible est livrée à quoi? Elle est livrée à la concurrence. Et la concurrence, à quoi? Ça peut être un peu ce que disait Sertori, tous ces vendeurs de sinistrose qui exploitent l'absence de la collectivité publique, du pouvoir, dans l'encadrement du citoyen à travers une communication ciblée qui l'implique profondément. Dans l'entreprise, la relation est une relation de consumérisme, parce qu'on se place en demandeur que les fournisseurs doivent satisfaire. Et dans la sphère institutionnelle, le citoyen est sujet. On doit être à l'écoute de ses attentes, de ses exigences, de ses demandes. On doit appréhender ses comportements pour bien définir les produits qu'on doit lui servir ou pour bien lui vendre les résultats d'une action publique qu'on lui destine. En réalité, aujourd'hui, la théorie du marketing explique que l'objet de la communication doit reposer sur la même philosophie du service, qu'il s'agisse de l'entreprise ou qu'il s'agisse de la collectivité, bien que l'un soit marchand et l'autre non lucratif.
Et cette communication doit se fonder sur deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est un peu ce que disait Qaddouri dans notre démarche dans Oujda City. Premièrement, c'est la persuasion. La communication doit avoir pour but de persuader, générer de nouveaux comportements politiques et sociaux, comme pour l'économique, parce qu'il s'agit de différencier la marque. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, quelque chose qui est également extrêmement important dans le marketing, c'est qu'il permet à l'intérieur même d'un pouvoir de segmenter le pouvoir en pouvoir concurrent. On peut segmenter le pouvoir en pouvoir concurrent. On parle aujourd'hui dans l'économie, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, de la compétitivité des territoires. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on est en train de construire dans cette région une compétitivité? On veut que cette compétitivité soit différente de la compétitivité des territoires voisins. Et donc il faut installer la différence. On est en train de vendre une marque qui s'appelle la marque Région de l'Oriental. Comme un producteur de produits marchands peut installer une marque de détergent. Donc il s'agit de construire une marque, de l'installer dans l'imaginaire, de la positionner par rapport à la concurrence. La concurrence peut être une concurrence interne, tous les mouvements d'opposition, tous les négativistes, tous les nihilistes. Ça peut être des territoires voisins. Et il s'agit en fait de ce qu'on appelle une communication géociblée. Géociblée, c'est-à-dire ciblée par territoire. Et les études révèlent en fait qu'aujourd'hui, dans ces démarches, il faut utiliser des solutions comme les solutions éculées du avant-après. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé dans ce territoire. Je dis toujours dans ma communication vis-à-vis, je le disais encore il y a 3 jours ou 4 jours à Casablanca, pour ceux qui étaient là, c'est la technique de la communication du avant-après. Voilà comment on était avant, voilà ce qu'on va être après. Et ça construit l'imaginaire autour d'une vision d'évolution et non dans une vision de statisme. On peut aussi le faire par ce qu'on appelle la technique du side-by-side. Ça veut dire ici c'est mieux qu'à côté. Dans la région orientale, on est mieux que dans la région voisine. C'est la technique du side-by-side qui est une technique qui permet aussi de travailler l'imaginaire en l'impliquant dans une démarche de construction d'un territoire et d'un projet de territoire. Donc ça c'est la première technique de la persuasion par l'avant, l'après ou par le side-by-side. La deuxième technique est celle de la justification. Et la justification, c'est la crédibilisation par la preuve. C'est-à-dire, vous pouvez aussi avoir, votre communication peut être une machine à gaz, une usine à gaz, c'est-à-dire ne produire que du vent. En fait, elle ne peut atteindre, elle ne peut persuader que si pour autant vous apportez la preuve, la justification des assertions. Et la justification des assertions doit crédibiliser le pouvoir à travers l'articulation des 3 éléments centraux de la décision, c'est-à-dire la promesse, le bénéfice et la justification. Vous apportez une promesse aux citoyens, il faut lui justifier par le projet, et une fois que vous avez fait le projet, et vous lui déterminez le bénéfice, et une fois le bénéfice atteint, il faut lui justifier par la valorisation du résultat. C'est une technique qu'on a beaucoup utilisée dans la région de l'Oriental pour vendre nos projets ou pour vendre l'action politique d'une façon générale. Donc aujourd'hui, les théories dominantes estiment que les similarités l'emportent sur les différences entre les institutions publiques et les entreprises. Et les administrations, même au Maroc, aujourd'hui, fort heureusement, s'inspirent beaucoup des méthodes et des process dont l'efficacité a été avérée dans la pratique dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle vous entendez beaucoup parler aujourd'hui de la gouvernance. La gouvernance est un concept aujourd'hui qui est très largement galvaudé. Pourquoi on a galvaudé ce concept de gouvernance? C'est par opposition au paradigme de gouvernement. Avant, on parlait de gouvernement ou de gouvernant. Aujourd'hui, on parle de gouvernance. Parce que la notion de gouvernement est une notion péjorative qui recouvre une dimension autoritaire et coercitive. Aujourd'hui, on oppose à la relation classique gouvernant-gouverné une relation gouvernant-citoyen. L'élévation de la personne, du peuple, des publics au niveau du citoyen. Ça participe de ce mouvement de mutation qui a donné naissance à cette idée de gouvernance qui a supplanté le gouvernement de l'État, celui de la ville ou de la collectivité territoriale.